Bon après-midi ou bonsoir à toutes et tous les participants que j'ai remerciés d'être nombreux à cette petite manifestation. Alors, je vais vous dire quelques mots sur l'esprit dans lequel nous organisons cette conférence. Alors, vous connaissez toutes et tous, je l'espère, les assises de la recherche stratégique, qui sont notre grand événement annuel. Alors, j'ouvre une parenthèse, j'en profite pour faire un peu de publicité. Les assises auront lieu cette année, le 6 décembre, et porteront sur le thème dissuasion, au pluriel. Alors voilà, notez déjà ça dans vos agendas. Mais il y a aussi, dans l'offre du CSFRS, plusieurs autres éléments. Alors, il y a aussi, donc, dans le premier élément, ce sont des rendez-vous de la recherche stratégique, qui sont un nouveau produit, en quelque sorte, qui sont des conférences organisées, qui gravitent autour des projets de recherche soutenus et financés par le CSFRS, donc avec les participants, des porteurs de projets qui viennent autour de ces projets nous parler de thématiques générales pertinentes pour les réflexions stratégiques. Alors, la première édition cette année a été consacrée aux enjeux de l'intégration de la bande sahélo-saharienne, donc qui est fait l'objet de projets soutenus par le CSFRS. Et aujourd'hui, vous avez les perspectives stratégiques qui sont organisées en co-entreprise, en quelque sorte, avec DeeploWeb, dont je salue le président, M. Verluis, ici présent, et grâce à qui nous avons ce programme tout à fait passionnant qui vous est proposé ce soir. Alors, quel est l'esprit ? C'est une formule innovante, je pense, dont je suis persuadé qu'elle enrichira encore l'offre du CSFRS, car nous avons la volonté de diversifier, d'élargir l'offre publique pour proposer des rendez-vous réguliers au-delà du grand événement annuel que sont les assises et contribuer ainsi davantage à la diffusion de la culture stratégique et de la connaissance géopolitique dans notre pays. Donc c'est une première édition, donc c'est une co-entreprise, donc je me réjouis que le CSFRS est un partenaire comme DeeploWeb pour cet événement. Et je donne maintenant la parole à M. Pierre Verluis, qui va nous présenter plus précisément la conférence de ce soir. Merci, M. Caron. Dans l'esprit du DeeploWeb.com, cette conférence rassemble des experts de haut niveau, mais de plusieurs générations, pour un partage généreux de la connaissance du monde. Nous avons ici un mélange des générations, mais aussi des approches, avec une approche académique, mais aussi une approche des terrains et des arcanes diplomatiques. Il s'agit de répondre à la question suivante: l'Arctique est-il vraiment stratégique ? Dans l'esprit du concours Ma thèse avec le DeeploWeb en 7 minutes, l'ouverture est dans les mains de M. Thomas Merle, qui va s'avancer. Thomas Merle est agrégé d'histoire, agrégé de géographie, doctorant en géographie politique à l'université de Reims. Monsieur Thomas Merle, vous avez la parole pour 7 minutes afin de nous présenter de la course aux mers chaudes à l'Arctique un retournement géostratégique russe. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur Verluis. Merci et bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être si nombreux pour assister à cette conférence. Alors, j'ai l'honneur et le plaisir d'introduire cette conférence et je vais vous parler un petit peu de l'Arctique russe. Et pour commencer, je souhaiterais vous présenter une photographie qui ne concerne ni la Russie, ni l'Arctique. Vous la connaissez toutes, vous la connaissez tous. C'est une photographie qui a été prise en 1969 sur la Lune. Ici, les Américains ont posé le pied sur notre satellite pour la première fois. Ils y ont planté la bannière étoilée, le drapeau américain, et immortalisé cela par une photographie célèbre. Cette photographie, nous pouvons la mettre en parallèle avec une autre photographie qui est un petit peu moins connue, mais dont vous le voyez ici, la composition est exactement la même. Nous ne sommes plus en 1969, nous sommes cette fois en 2007. À l'été 2007, en août 2007, la Russie plante un drapeau, non pas sur la Lune, mais sur, ou plutôt sous
à la verticale exactement du pôle nord. Elle symbolise ainsi ses prétentions en Arctique et elle reprend le parallèle avec la course à l'espace. La Russie, ou du moins l'Union soviétique, a perdu la course à l'espace. La Russie de 2007 se veut la gagnante de la course au pôle. Alors, cet intérêt pour l'Arctique semble à l'époque relativement nouveau. Le geste de planter le drapeau marque les esprits. Il frappe largement et est interprété comme une revendication assez forte de la part de la Russie. Cet intérêt pour l'Arctique représente un changement dans la géopolitique russe, puisque l'on peut s'intéresser à la doctrine traditionnelle. La doctrine traditionnelle de la Russie, c'est, si vous le voulez bien ici, c'est une course, non pas à l'Arctique, mais aux mers chaudes. La Russie, quand vous regardez son extension au cours du temps, depuis le XVIe siècle, depuis le Grand-Duché de Moscou et Ivan le Terrible, elle n'a eu de cesse de s'intéresser, non pas à l'Arctique, mais aux mers chaudes, aux mers qui sont libres de glace toute l'année. C'est le complexe d'un État qui dispose d'une immense façade maritime au nord, qui est englacée, qui ne sert ni à sa projection militaire, ni à sa marine de commerce. Et donc la Russie s'est étendue au sud, vers la Baltique, s'est étendue vers la mer Noire, s'est étendue vers la Méditerranée, s'est étendue le long du Pacifique, s'est étendue même jusqu'en Amérique, jusqu'à ce qu'en 1867, Alexandre II vende l'Alaska aux États-Unis. Mais vous voyez la forme de cet Alaska, vous voyez aussi la forme de la Russie face à la Chine, où elle a récupéré le littoral. On voit bien que la Russie était guidée par un tropisme sud et pas du tout par un tropisme nord. Alors, au cours de son histoire, comme vous pouvez le voir aussi sur la carte, elle a quand même pris possession de l'Arctique Nord, et notamment de quelques îles, notamment celle qui s'appelle la Nouvelle-Zambie, c'est-à-dire la Nouvelle Terre, mais finalement, ce n'était pas grand-chose. Si Voltaire avait été russe, il n'aurait dit que ce n'était que quelques arpents de neige. Aucun intérêt pour la Russie, les intérêts de la Russie sont au sud, l'Arctique ne semblait pas stratégique. D'où cette révolution russe de 2007 de s'intéresser au nord. Pour la première fois au bout de 400 ans, la Russie se tourne vers le nord et non plus vers le sud. Mais quel est l'intérêt de cette nouvelle orientation? Vous le connaissez tous, vous le connaissez toutes, je pense. C'est les minerais, c'est les hydrocarbures, c'est le passage du nord-est, c'est de nouveaux intérêts économiques qui guident la Russie vers le nord. Cependant, à y regarder de plus près, je pense que c'est un peu un enfer blanc et pas un Eldorado blanc qu'il y a au nord. En effet, si l'on s'intéresse au coût d'exploitation des hydrocarbures, l'englacement le rend beaucoup moins compétitif vis-à-vis des pétroles et des gaz non conventionnels que l'on trouve ailleurs dans le monde, par exemple aux États-Unis, les pétroles et les gaz de schiste. La révolution donc des hydrocarbures dans l'Arctique russe n'est sans doute pas pour demain. Du point de vue du commerce se pose également un problème. C'est que les grands navires, les plus rentables, ceux qui font des économies d'échelle sur les transports, le font parce qu'ils transportent un grand nombre de conteneurs. 18 000, 20 000 et désormais 22 000 conteneurs, 22 000 EVP qui vont globalement de la Chine, de Shanghai par exemple, jusqu'à l'Europe, jusqu'à Rotterdam ou Anvers. Et pour être rentable, il faut qu'ils soient remplis en permanence. Et il y a assez peu de navires en réalité qui font un trajet d'un seul bloc, qui vont de la Russie, qui vont de la Chine jusqu'à l'Europe de l'Ouest, sans s'arrêter. Les navires sont complètement remplis parce qu'ils font des étapes sur certains ports. Ils s'arrêtent à Singapour, où ils déchargent des conteneurs, ils en rechargent d'autres. Ils s'arrêtent à Algeciras, où ils déchargent et ils rechargent. Et donc, si vous appliquez le même modèle à l'Arctique, il n'y a pas de port en Arctique. Il n'y a pas de rentabilité, il n'y a pas de port intermédiaire pour décharger et recharger des marchandises. Donc l'intérêt est limité. Le bateau ne sera plus rempli et donc il perd en rentabilité commerciale ce qu'il a gagné sur la réduction de la distance. Accessoirement, il y a un certain nombre de coûts de sécurité face aux icebergs qui font que cette route n'est pas rentable pour la Russie qui, en théorie, du point de vue du droit international, du droit de la mer, ne peut pas faire payer le droit de passage. Quel intérêt finalement pour la Russie de développer ce passage s'il n'engendre que des surcoûts? Quel intérêt pour les armateurs de l'utiliser si le gain kilométrique est réduit à néant par le fait que les navires sont moins chargés? Alors, il n'y a donc pas eu un bouleversement, il n'y a pas eu un retournement géopolitique russe en 2007. Simplement, vous avez eu un rééquilibrage. Un rééquilibrage, c'est-à-dire que la Russie a commencé à mettre en valeur de plus en plus l'Arctique sans pour autant se détourner du Sud. Car il ne faut pas l'oublier, si l'Arctique est de plus en plus stratégique, c'est bien le Proche-Orient qui concentre pour l'instant les intérêts russes. Regardez son soutien à Bachar al-Assad. 10 et désormais 11 résolutions qui ont été bloquées par la Russie à l'ONU. Pourquoi? Parce que Bachar al-Assad offre le seul mouillage en Méditerranée à la Russie.
dans la base de Tartous. Et donc on voit que cette course aux mers chaudes, elle perdure. La Russie a besoin d'un accès à la Méditerranée. Certes, la Russie s'intéresse à l'Arctique, mais sans renoncer à ses atouts qui sont plus au sud et qui constituent l'épicentre de la géopolitique russe, mais aussi de la géopolitique mondiale. Merci pour votre attention. Merci, Monsieur Merle, pour votre propos. Nous allons donc maintenant passer au cœur de l'exercice, et nous allons commencer par la présentation de l'ambassadeur Michel Fouché. L'ambassadeur Michel Fouché est titulaire de la chaire de géopolitique mondiale au Collège d'études mondiales de la Fondation de la Maison des sciences de l'homme. Il est conseiller du CAPS du ministère des Affaires étrangères et européennes et était directeur des études de l'IHEDN de 2009 à 2013. Il est l'auteur de nombreuses publications, dont en particulier un ouvrage qu'il a dirigé, L'Arctique, la nouvelle frontière, aux éditions Biblis. Donc nous sommes tout à fait dans le sujet de ce soir. Monsieur l'ambassadeur, vous avez la parole. Je vous remercie de cette invitation qui me permet de retourner à l'école militaire où nous avions en effet, avec l'IHEDN, organisé un colloque tout à fait intéressant sur la problématique de l'Arctique. Il y a deux types de problèmes en Arctique, l'imaginaire et le réel. Des deux, l'imaginaire est le plus réel. C'est une citation de Vilhjálmur Stefánsson, 1945, explorateur arctique canadien d'origine islandaise. Puisque il nous a été posé une question, nous allons l'un et l'autre, avec Laurent Gaillet, essayer de donner une réponse, ou plutôt des réponses. Après avoir proposé, je dirais, des éléments de définition. Moi, je suis géographe, donc je ne crois que à ce que je vois, ou je lis, ou je peux cartographier. Donc on va commencer avec la planche suivante, qui est une planche extraite d'un de mes ouvrages. Qu'est-ce que c'est que l'Arctique? Il y a plusieurs réponses, naturellement. C'est une zone située au nord du cercle polaire, donc au-dessus de 66 degrés 34 minutes. C'est la définition, je dirais, classique. Et les astronomes ajoutent que c'est un endroit, c'est une partie du monde où il est possible de voir le soleil de minuit au moins une fois par an. Donc au nord du cercle polaire, c'est en gros 21 millions de kilomètres carrés. Pour les Canadiens, la limite administrative, c'est le 60e, donc c'est plus au sud. Pour un océanographe, il s'agit d'un océan. L'océan glacial arctique, c'est la grande différence avec l'Antarctique, qui est un continent. L'océan glacial et les régions riveraines. Donc, vous voyez, ça se complique un peu. C'est 14 millions de kilomètres carrés, c'est 5 à 6 fois la Méditerranée. Donc, ce sont de grands espaces. Profondeur maximale, 5400, 60% à moins de 200 mètres, profondeur moyenne, 1050. Donc, il y a des fosses sous-marines. Le climatologue considère que la région arctique s'étend au nord de l'isotherme de 10 degrés en juillet. Alors peut-être faudra-t-il modifier la définition au fur et à mesure des évolutions climatiques. Le pédologue dirait que c'est la zone où on trouve essentiellement le permafrost ou le pergélisol, dont la faune d'ailleurs émet beaucoup de gaz à effet de serre, la limite nord des arbres. Et puis il y a la population, il y a à peu près 4 millions d'habitants au nord du cercle, du cercle polaire, une quarantaine de communautés ethniques, la moitié en Russie, les Inuits, les Sâmes, qui sont d'ailleurs témoins, je dirais, en première ligne de la réduction de la banquise estivale qui modifie complètement les conditions de la chasse.
Et je dirais aussi, sans vouloir entrer dans le domaine de M. Gaillet, il y a des institutions. C'est un point extraordinairement intéressant. Et des institutions qui marchent, notamment le Conseil arctique. Et il y a un esprit de coopération jusqu'à maintenant, jusqu'à ces dernières années, avec des États. Il y a, depuis la déclaration d'Ottawa de 2016, il y a aussi un forum permanent des Nations Unies sur les questions indigènes, un conseil circumpolaire de l'Arctique pour les Inuits, etc., etc. Les routes maritimes. En gros, ces deux documents indiquent l'évolution des routes maritimes possibles sur glace entre 1 mètre et 50 cm de glace d'ici 2030 à gauche, c'est ce qui est en bleu, et d'ici 2060. Il y a une tendance confirmée depuis plus de 30 ans maintenant, sans doute plus encore, à la fonte de la glace pluriannuelle. Il y a deux types de glace en Arctique. Il y a la glace annuelle et la glace pluriannuelle. De la banquise estivale, c'est constaté. En gros, en hiver, on a 15 millions de kilomètres carrés, 14, et en été, ça peut tomber à 6 ou même moins. Il y a eu une diminution d'au moins 35% dans les 30 dernières années, selon la NASA. Ça joue aussi sur l'épaisseur, etc., etc. Simplement, ce qui est intéressant, c'est que la fonte a une géographie différenciée en fonction de la rotation de la Terre, et elle est plus rapide au nord de la Sibérie, donc ça valorise la route maritime du Nord. Elle est plus forte au corps de l'océan. Il y a un maintien de noyau de glace pluriannuel au nord du Groenland, de l'archipel canadien, du fait de la rotation des glaces. Donc il y a une différenciation, il y a une géographie de la fonte qui a des effets économiques et sur les transits. Comme géographe, donc un peu scientifique, je me permets de rappeler que les experts ne savent pas quel est le rapport entre le forçage anthropique, ce dont nous parlons le plus souvent, et la variabilité climatique naturelle liée aux oscillations du système couplé océan-glace-atmosphère en mer de Barents, lequel peut provoquer 50 à 70% du réchauffement. Donc il n'y a pas que le forçage anthropique. Il y a d'autres évolutions sur lesquelles je n'ai aucune compétence pour entrer plus avant. Quoi qu'il en soit, des évolutions de longue durée, des évolutions décennales, je peux simplement, comme géographe, vous garantir que l'Arctique restera une région polaire, avec des températures basses, une nuit polaire et une banquise hivernale. Donc le rêve l'imaginaire pourra quand même continuer de nous animer. En termes de droit, c'est un océan, donc à la différence de l'Antarctique, ça relève du droit ordinaire, du droit international de la mer, je dirais ordinaire, ça relève de la Convention de Montego Bay. Donc il y a des contentieux territoriaux, ils ne sont pas très nombreux, il y en a une dizaine, notamment des contentieux maritimes. Il y a un contentieux sur l'île de Hans, entre le Danemark et le Canada, et le reste. Mais si vous voulez, ce n'est pas un Far West en termes juridiques. Il y a un cadre juridique, il y a des règles, et il est inutile d'aller planter un drapeau, comme vous l'avez montré tout à l'heure, en 2007, avec un mini sous-marin russe, même si le député qui a fait ça, Arthur Chilgarov, a le mérite d'être un géographe. Donc j'ai quand même une petite tendresse pour ce géographe, fortement soutenu d'ailleurs par le Kremlin. Mais il y a des règles. Il y a des règles. Il y a la question de la prolongation du plateau continental, la question des dorsales. Donc il y a tout un débat sur, au fond, la problématique de la délimitation des limites maritimes au-delà du plateau continental, en particulier sur le fait de savoir, on peut peut-être revenir à la précédente, il y a 4 ou 5 dorsales importants. Je vous ai dit qu'il y avait des fonds très, très, très profonds, mais il y a aussi des dorsales. Ces dorsales sont-elles et dans quelle mesure la prolongation des éléments continentaux émergés et dans quel sens ça marche? Parce que si la dorsale de Lomonosov qui part de la Sibérie, si vous voulez, sert d'argument pour les Russes, les Danois disent oui, mais elle se prolonge jusqu'au Groenland. Et il y a celle de Medvedev, il y a la LAF, il y en a encore une autre. Donc tout ça est en débat,
Mais il y a des règles pour traiter ça. La Commission des limites du plateau continental. Et ce sont des contentieux, si vous voulez, qui sont maîtrisés en quelque sorte. Dernier élément, plus loin, la question que j'ai essayé de regarder de près du transport, du transit. Alors d'abord, c'est très bien documenté. Il y a des centres d'observation en Russie, en Islande, au Canada un peu moins pour le Canada, qui permettent d'avoir une idée relativement claire des transits. Ce qui compte, c'est le passage. Les activités maritimes, c'est d'abord du cabotage. Hein, c'est le cabotage en baie d'Hudson, en mer de Baffin pour le Canada, c'est-à-dire on va alimenter les communautés qui se trouvent là. Du côté russe aussi, c'est d'abord du cabotage et la desserte des fleuves sibériens, la Lena, l'Ienisseï, au moment de la débâcle. C'est la même chose d'ailleurs. La flotte de petits brise-glaces canadiens, sa fonction principale, c'est de dégager le Saint-Laurent. Hein. C'est pas d'aller se promener dans le nord de la baie d'Hudson. C'est le Saint-Laurent. Même chose pour la flotte russe, mais pas exclusivement, naturellement. Alors j'ai essayé de regarder un peu les différentes activités. Ce qui compte, c'est évidemment ce qu'on appelle la route maritime du Nord, ce qu'on appelle dans l'imaginaire le passage du Nord-Est. La route maritime du Nord, elle est fonctionnelle. Elle est fonctionnelle. Il y a eu 207 passages entre 2011 et 2015, 18 en 2015, 71 en 2013. C'est relativement variable. Passage complet, hein, de la mer de Barents, en gros, au Japon, à la Corée ou à la Chine. Alors, du poisson froid, des tankers pour aller alimenter toutes les 2 millions d'habitants qui vivent au nord de la Sibérie, des cargos, des brise-glaces. La moitié du trafic est russe, le reste est chinois et coréen, sud-coréen et allemand. C'est déjà un élément de réponse de la Russie à une stratégie de présence dans la partie nord, avec 8 brise-glaces à propulsion nucléaire. Donc un brise-glace à propulsion nucléaire a une autonomie d'1 an. Plus 5 qui sont plutôt dédiés au transport dans l'Alena et l'Ienisseï, plus 3 en construction. Il y a un programme de création de 10 ports en eau profonde, parce que la fonte est plus importante, même si les détroits sont moins profonds au large de la Sibérie, avec les différentes îles qui sont là, que du côté canadien. Les Finlandais, d'ailleurs, participent à la construction, avec les Sud-Coréens, je vous donnerai des exemples tout à l'heure, de navires à coque renforcée. Et puis les Allemands aussi, avec l'entreprise Beluga. Donc, cette route maritime du Nord, elle est active. Et j'y reviendrai tout à l'heure en parlant de la Russie. Du côté du passage du Nord-Ouest, depuis 1853, j'ai un recensement absolument complet du Scott Polar Research Institute de l'Université de Cambridge, il y a eu 287 passages complets dans le fameux passage du Nord-Ouest. 287 depuis 1853. En 2017, 32. Alors ce qui est très curieux, c'est que le trafic essentiel, ce sont des yachts. C'est de la plaisance. Il y en a un catamaran qui s'appelle la Malouloute. Hein, voyez. Donc là, on n'est pas dans la grande géopolitique. Je suis désolé pour les marins de cette salle. Hein, j'ai la liste, le nom de tous les bateaux, parce qu'ils posent des problèmes, ces yachts de plaisance. Hein, parce qu'il n'y a pas de système de sécurité, d'assistance et tout ça, et la moitié d'entre eux ont tous des problèmes. Hein. Donc ils sont surveillés. C'est des bateaux. Voilà. Il y a 7 voies de passage. Donc il y a sur les chiffres de 32, en 2017, il y a eu 23 yachts, cutters, sloops, 4 brise-glaces, dont le brise-glace chinois, un brise-glace canadien, un finlandais et un russe, 2 bateaux de croisière extrêmement coûteux, un tanker canadien, un poseur de buée américain et 2 navires à coque renforcée. Donc c'est assez modeste pour le transit complet. Le seul endroit où ça prend une signification économique, c'est évidemment au nord de la Sibérie pour l'exportation de gaz naturel.
les compagnies de navigation marquent encore, pour l'instant, peu d'intérêt pour ces voies maritimes. Bien sûr, les distances sont plus courtes. J'ai regardé ça en détail. Rotterdam, Singapour, par le canal de Suez, c'est 19 550 km. Le fuel, le coût total d'un transport, c'est 16 millions de dollars. Le fuel coûte 8. Le transit, 1,4. Le canal de Suez, c'est 240 000 dollars. Total, 15,8. La route maritime du Nord, toujours Rotterdam-Singapour, par le Nord, l'été, fin août, début septembre, 15 793 km. Coût total, 27 millions de dollars. Le fuel, 7,8. C'est en gros la même quantité de fuel. Mais ce qui compte, c'est le transit, c'est-à-dire le droit de passage imposé par les Russes, plus l'accompagnement par les brise-glaces. 11 millions de dollars. Donc, tant qu'on a, si vous voulez, cette différence dans les coûts effectifs, ben, ça n'est pas rentable, sauf s'il y a ce qu'on appelle en matière de transport maritime le load factor, c'est-à-dire où il y a là des ressources qui sont sur les côtes ou en Sibérie et qu'il faut évidemment exporter d'une façon ou d'une autre. Les États. La réponse des États. J'ai envie de dire, l'Arctique est-il vraiment stratégique? Oui, pour la Russie, point. Pas pour les autres, pour l'instant. C'est pour la Russie que c'est vraiment ça. C'est le seul pays qui organise le transport sur la route maritime du Nord, qui a une stratégie économique, une stratégie de création de ports en eau profonde, une stratégie de réouverture de bases de l'époque soviétique ou d'installation de nouvelles bases. Il y a une dizaine de projets, je n'entre pas dans les détails. La Russie, c'est un tiers du cercle arctique, 135 degrés, un tiers. C'est un président, mais déjà Premier ministre, qui en a fait une priorité nationale. On est dans l'attitude un peu prométhéenne, très, très ancrée dans la mentalité russo-soviétique de maîtrise de la nature, avec tous les inconvénients qu'on peut voir attachés à ça. Donc des programmes de brise-glace, une entité administrative depuis 2013 en charge de la navigation arctique, un programme, disons, d'installation militaire pour contrôler la route maritime du Nord, la volonté, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de concurrencer, si j'ose dire, de faire mieux que les États-Unis. Et on s'installe dans des endroits aussi curieux que les Kouriles, évidemment, le Cap Schmitt en Tchoutchoka, dans l'île Wrangel. Et depuis novembre 2014, il y a un commandement stratégique Nord. Donc il y a une vraie stratégie maritime, je dirais, de type militaire, de type de contrôle, d'affirmation de la souveraineté, mais aussi économique. Et donc ça, c'est le brise-glace Yamal de Rosatom, puisque c'est Rosatom, l'Organisation d'énergie atomique, qui contrôle les brise-glaces à propulsion nucléaire, mais un nouveau venu qui va nous faire plaisir, le méthanier Christophe de Margerie, qui est un méthanier brise-glace, c'est le premier du genre, et qui travaille, pavillon chypriote. Il transporte du gaz pour Yamal, c'est-à-dire pour Total et Novatek. Il a une capacité de travail jusqu'à moins 52 degrés, je ne vais pas vous donner. Il peut avancer sur une glace profonde de 2,1 m, donc il est brise-glace, c'est le premier du genre. Il a été fabriqué en Corée du Sud. Il a quitté le port, alors il a fait des essais avec du gaz norvégien. Il a quitté le port de Hammerfest en Norvège le 29 juillet 2017, vers 5 h de l'après-midi. Il est entré dans la route maritime du Nord en prenant, si vous voulez, un cap très nordé pour éviter le passage dans les détroits qui sont très peu profonds, en réalité. On oublie toujours ça. Et puis souvent, il y a des glaces qui restent, qui sont coincées, il y a du vent, etc., etc. Et il est arrivé, je dirais, sur zone 2 jours plus tard. Le transit a pris 6 jours et demi. Il est arrivé sur les îles de l'Est de la Sibérie vers le 6 août. Et ensuite, en Corée du Sud, qui était sa destination, le 15 août. Donc c'était un essai avec du gaz dans les soutes. Bon, il a été nommé à la suite d'une décision du président de la République de Russie.
Christophe de Margerie. Je crois que c'est un bel hommage. Patrick Pouyanné, il y a quelques jours à Saint-Pétersbourg, a signé un contrat gaz naturel liquéfié qui s'appelle Arctique 2, avec Novatec, CNPC chinois et 10% le fonds Route de la Soie chinois. Il y a donc là une espèce de multilatéralisme économique où la France, ou d'autres aussi, ont leur part. Donc la dimension économique, elle est très importante pour la Russie parce que simplement les ressources sont tout à fait là, au nord, en général au large des embouchures des grands fleuves. Le gaz et le pétrole, c'est du deltaïque, un peu partout dans le monde. Donc il n'y a rien d'étonnant à ça. Le Canada, je dirais retour prudent. Le Canada a complètement désinvesti après 89. Toute présence de souveraineté. Il y avait 200 Rangers Inuits dans le Nord. Ils ont tout fermé. La fin de la guerre froide, ils ont tout fermé, ils sont partis. Et du coup, j'ai lu un rapport parlementaire extrêmement récent. Il y a une très grande méconnaissance de la cartographie et de l'hydrologie. Ce sont des régions qui restent à explorer. On connaît très peu de choses. Il ne suffit pas d'avoir des satellites. On connaît encore très peu de choses. Ils ont des bateaux de déglaçage, qui sont des petits brise-glaces de 30 ans d'âge. Ils ont quelques caboteurs. C'est un espace difficile, mal connu, très coûteux. Leur priorité, c'est le Saint-Laurent, et puis la surveillance des trafics touristiques. Ils ont un projet de brise-glace polaire pour 2021, mais qui est affecté au Saint-Laurent. Ils ont conçu une stratégie maritime pour le Nord, protéger le patrimoine, exercer la souveraineté. L'état-major canadien travaille actuellement sur des perspectives de trafic transarctique à 25 ans. Donc, je ne vais pas insister là-dessus. Ils ont un contentieux juridique fondamental avec les États-Unis et avec d'ailleurs les Européens qui considèrent que les lignes de base ne sont pas placées là où il faut. Elles ne devraient pas intégrer ni les îles qui sont devant, qui ressemblent souvent à des presqu'îles d'ailleurs, et donc des eaux internationales. Donc il y a un contentieux. De même, donc les Canadiens sont juridiquement sur la même position que les Russes face aux Américains, aux Européens. Je résume extrêmement rapidement la question. Mais ce nord canadien, ce High North, comme on dit, a été complètement laissé pour des raisons tout à fait évidentes. Les États-Unis sont un acteur réticent, pour dire les choses avec beaucoup de délicatesse. En dehors de la base de Tulé, la chaîne de radar du NORAD, les satellites de l'Air Force Space Command, ils ont 2 brise-glaces à gaz, Polar Sea. Et donc, ils ne s'intéressent pas à cette question, un petit peu l'Alaska, ils ne s'y intéressent pas, pas encore. Même si, depuis le 5 mai de cette année, on a annoncé, ou plutôt l'OTAN a annoncé, au fond, la remise en marche, si j'ose dire, en activité de la 2e flotte, dont personne ne parle jamais. On connaît la 5e, la 6e, et surtout la 7e maintenant, qui est dans le Pacifique occidental, avec le commandant, un nouveau commandement naval à Norfolk, tout ça lié, au fond, à une réaction à l'activisme russe. Ils sont d'ailleurs, dans ce domaine, largement soutenus par les Norvégiens, qui eux-mêmes ont quelques difficultés avec le Spitsberg, le Svalbard, mais qui veulent donner une dimension arctique à l'OTAN depuis 2013, qui ont organisé les manœuvres Cold Response, la réponse froide, vous voyez, on a besoin de ça, et qui surtout se sont fait financer sur le 60e parallèle de latitude nord, une école norvégienne de guerre d'hiver avec un centre d'excellence de l'OTAN. Enfin, l'OTAN adore avoir des centres d'excellence un peu partout. Voilà, donc, il y a un activisme, il y a un bruit de fond, parce qu'on se dit que les Russes, en fait, sont les seuls à avoir une stratégie. Donc cette réponse positive des Russes appelle des réponses décalées. Les Finlandais surveillent tout ça. Eux, ils vendent des équipements, ils vendent des bateaux, ils travaillent sur les codes, en particulier sur le sauvetage en mer. Donc les équipements des marins qui peuvent tomber dans l'eau froide, combien de temps, combien de minutes ou combien d'heures on calcule la survie. Là, pour l'instant, ils sont en train de travailler sur des programmes qui permettent d'avoir des équipements pour tenir plus de 10 heures. Donc ils travaillent sur des niches, si vous voulez, en liaison avec le marché russe, en réalité, le marché norvégien. Les derniers venus, les Chinois, voilà le Tsuelong, le dragon des neiges,
hein, le dragon des neiges, qui se balade beaucoup. Hein. Les Chinois ont commencé par l'Antarctique. Hein, ils ont organisé depuis 1984 32 expéditions en Antarctique et depuis 1999 6 expéditions en Arctique. Alors on les voit en Islande. Là, cette année, enfin oui, en l'été 2017, on les a vus se promener dans l'est du Canada. Puis ils sont montés, non pas vers le pôle Nord, mais pour faire des études climatiques. Ils ont un projet de deuxième brise-glace en construction. Ils ont investi dans le projet Yamal, comme Total. Hein, Total a toujours un deal avec la Chine. Ce qu'on a fait en Iran, ça n'a pas marché. South Pass, c'est Total a la technologie, forage profond difficile, offshore, et la Chine a à la fois les besoins et les capitaux. Ce bateau, qui est basé à Shanghai, appartient à l'Institut de recherche polaire de la Chine. La Chine vient de créer un centre de recherche qui s'appelle China Nordic Arctic Research. Ils sont très actifs. Bon, comme d'autres. Les Chinois, de toute façon, maintenant, ils sont absolument partout. Ils occupent l'ensemble, ils ont des projets pour l'ensemble de la planète, terre, mer, air et même au-delà. Dernier point à observer, le Groenland. Il y a eu des élections récemment, personne n'a vraiment gagné, il y a un accord de coalition entre les très indépendantistes et les moins indépendantistes, 56 000 habitants. Ils considèrent que la fonte des glaces, la fonte plus exactement de l'Inland 6, une glace extrêmement épaisse, sur 80% du territoire, couvre, est une opportunité pour découvrir des ressources, en particulier des terres rares. Il y a au sud du Groenland le deuxième gisement mondial de terres rares qui intéresse directement les Chinois. Donc l'idée, c'est de secouer, je cite, le joug du Danemark, qui continue à financer le tiers du budget, à hauteur de 610 millions de dollars. Le Groenland indépendant n'a pas les moyens économiques de son indépendance. Donc, je disais tout à l'heure à Pierre Verluys, c'est typiquement un signal faible qu'il faut observer maintenant, le Groenland, mais ils veulent, en quelque sorte, se débarrasser du Danemark avec des moyens économiques. Il est évident que tout le monde est en embuscade et que là, ça réveillera évidemment nos amis américains, parce que les Chinois ne vont pas laisser... Ils sont déjà très présents en Islande. Ils ont utilisé la crise financière islandaise pour faire preuve de générosité. Et maintenant, ils feront pareil, évidemment, avec le Groenland, pardon, sur les terres rares. Conclusion. L'exemple du Groenland montre, et je cite deux penseurs, il y a quelques penseurs au Groenland inuit qui ont une pensée géopolitique, notamment Inutek Holm Olsen, qui dit, au fond, on entre dans un processus de westphalianisation de la région arctique. Donc c'est assez amarrant d'associer ces lieux géographiques. Et deuxièmement, il y a une inquiétude générale sur le rôle des acteurs extérieurs, des grands États, par rapport aux sous-régions, le Nunavut, l'Alaska, les territoires du Nord en Russie, etc. Est-ce qu'il y a militarisation, remilitarisation? Il y a un rapport extrêmement intéressant de la Chambre des Lords de 2014 qui dit non, on se calme, il y a une restauration de la présence russe dans les anciennes bases soviétiques. Toute la flotte nucléaire était évidemment là. J'ai envie d'ajouter que la globalisation, elle a un caractère, je dirais, pour un géographe, c'est que il n'y a plus de place pour les régions vides ou peu peuplées. On s'empare de tout, en quelque sorte. Tout devient important, même les milieux les plus difficiles, comme le Grand Nord, mais c'est vrai pour les forêts tropicales en Malaisie, c'est vrai pour les projets Desertec au Sahara. Ces espaces sont en train d'entrer, je dirais, dans le jeu global des forces du marché, et du coup, dans la problématique de souveraineté, d'où les contentieux sur les frontières maritimes. Et ça, c'est un élément de réel, là, qui s'impose face à l'imaginaire. Le rôle des règles et des institutions, il y a des institutions qui fonctionnent, il faut les préserver. Et ça aura un impact à terme, j'ai regardé ça, mais je n'ai pas le temps d'en parler, sur le statut de l'Antarctique. Il y a des pressions pour remettre en cause la situation très particulière de l'Antarctique en termes de droit international. C'est une terra nullius, c'est la seule région du monde continentale qui n'appartient à personne. Et il y a des pressions. Il y a des pressions de sources parfois un peu étonnantes. Voilà, je vais conclure là-dessus. Merci de votre attention.
Merci, monsieur l'ambassadeur Michel Fouché, pour cette remarquable présentation. Je profite de l'occasion pour présenter à chacun ce livre que vous avez dirigé voici peu, l'Arctique, la nouvelle frontière, édition Biblis, inédit, qui est adossé à CNRS Éditions, une excellente maison. Il me revient le privilège de présenter maintenant monsieur Laurent Maillet, qui est actuellement adjoint de l'ambassadeur pour les océans, précédemment représentant spécial des affaires étrangères pour les questions polaires de 2016 à 2017, ancien conseiller de Michel Rocard lorsqu'il était ambassadeur pour les pôles de 2009 à 2016. Depuis 2006, M. Laurent Maillet est président fondateur du think tank Le Cercle Polaire et il a à son actif, excusez du peu, plus d'une cinquantaine de séjours en Arctique. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur Verluise. Alors, pour ce qui me concerne, après un tableau aussi complet sur l'Arctique, je vais me contenter d'apporter quelques nuances, si vous me permettez, puisque je ne veux pas, évidemment, répéter des choses qui ont été dites. Moi, je partage globalement l'analyse que M. Fouché vient de faire, avec, puisque je l'annonçais, avec notamment un point sur lequel je voudrais ajouter un petit élément, c'est sur, au fond, bien sûr que le géant de l'Arctique, la superpuissance arctique, c'est bien sûr la Russie, à la fois en termes de superficie, en termes de ressources naturelles dans la zone arctique, etc., en même temps que d'activité, de présence historique dans l'Arctique. Je pense qu'on oublie souvent que pour la Russie, c'est pas l'Arctique, ça n'est pas... Enfin, pour la Russie, l'Arctique russe, ça n'est pas une découverte, alors que c'en est une pour d'autres puissances du pourtour arctique. Je voulais simplement ajouter que nous avons suffisamment travaillé avec la Norvège pour mesurer que pour la Norvège, c'est un intérêt majeur qui fait l'objet de stratégies, plus seulement des affaires étrangères, de stratégies de développement de la Norvège, et que, pour citer une déclaration du ministre Børge Brende qui remonte à 2016, si je me souviens bien, lors d'un colloque en Russie, eh bien, le ministre expliquait que aujourd'hui, avec l'épuisement des ressources hydrocarbures de la Norvège en mer du Nord et en mer de Norvège, l'essentiel des ressources hydrocarbures de la Norvège, c'est dans la zone arctique. Donc l'Arctique, c'est vraiment une zone extrêmement stratégique pour la Norvège. Évidemment, si on raisonne en termes de taille, M. Fouché a raison, la Russie, c'est l'ours qui écrase tout ce qu'il peut y avoir autour de lui, mais pour autant, ça reste un élément important, alors que le Canada, sous Harper, avait mis l'accent sur l'Arctique. Aujourd'hui, avec le Premier ministre Trudeau, on ne peut pas dire que ce soit une priorité en dehors des peuples autochtones dont la population canadienne considère qu'il n'a pas tenu ses promesses pour ceux qui se sont intéressés au premier mois de travail du Premier ministre canadien. Pour le Groenland, ça a été dit, le Danemark, eh bien, le Groenland, c'est 55 000 habitants, et puis c'est une autonomisation avancée. Et enfin, Finlande, Suède ne sont pas des pays arctiques qui possèdent de côtes sur l'Arctique, donc on parle de territoires septentrionaux. Alors je vais en venir à ma présentation. Mon propos, puisqu'il fallait se limiter avec 30 minutes, un sujet aussi vaste, mon propos, au fond, c'est de mettre en doute, de façon rhétorique, bien sûr, l'idée de l'existence d'une région arctique. Alors d'abord, je voudrais dire que je suis loin d'être le seul à le faire. Je m'appuie sur tout un tas de textes et que je vais, bien sûr, à contre-courant. C'est-à-dire que, comme nous parlons aujourd'hui d'une région arctique, il me plaît de la mettre en doute et il y a des raisons de le faire. On va le voir très vite. J'aime à résumer cette approche en mettant en regard bien la projection Mercator du monde. Voilà, le monde qui s'étale avec les écrasements que vous savez.
dans les hautes latitudes en particulier, et puis où les zones polaires, et l'Arctique en particulier, puisque je ne parlerai pas de l'Antarctique, eh bien, apparaissent comme des prolongements évanescents du monde, le monde essentiellement ici qui nous importe occidentalo-russe, mais enfin le monde tel qu'il est représenté. Donc d'un côté, cette représentation qui finalement appelle Arctique la juxtaposition des territoires septentrionaux de puissance de latitude moyenne. Le Canada, c'est une puissance de latitude moyenne. Le Danemark, bien sûr également. Les États-Unis, ça va de soi, etc. Quand vous regardez au fond ces 8 puissances arctiques que Michel Fouché a présentées, et tout particulièrement les 5 puissances riveraines autour de l'Arctique, nous avons affaire à des puissances de latitude moyenne, c'est-à-dire les centres de gravité économiques, les centres de gravité démographiques, les centres de décision politique. Tout ça se trouve aux latitudes moyennes. Et puis, il y a ces territoires septentrionaux qui, pour certains pays, si on songe aux États-Unis, l'Alaska, le 49e État, eh bien, n'est même pas connecté à la métropole. Il faut traverser le Canada pour aller en Alaska. Et puis, pour montrer à quel point ces territoires sont éloignés, lorsque nous nous sommes rendus en Alaska en 2015 à l'occasion de la venue du président Obama, eh bien, on nous a expliqué que c'était la première fois qu'un président américain daignait se déplacer en Alaska, parce que voilà, c'est quasiment l'équivalent d'une collectivité d'outre-mer ou d'un département, si vous voulez. On a souvent, pour les besoins de l'analyse de cette conjoncture un peu complexe, fait le parallèle entre ces segments septentrionaux de puissance subarctique qu'on appelle l'Arctique, et puis les collectivités d'outre-mer, telles que nous les connaissons. Voilà. Il y a beaucoup de parallèles qu'on pourrait faire, et ça permet aussi de comprendre comment s'articule la gouvernance de ces territoires par rapport à un État central ou pas, mais situé à des milliers de kilomètres, qui d'ailleurs ne peut même pas exercer sa souveraineté, puisque c'est l'un des problèmes dans l'Arctique. Voilà. Et puis alors, à cette vision où au fond l'Arctique n'est que le nom donné à des territoires quasiment évanescents, en tout cas en projection Mercator, ils sont évanescents, eh bien il y a cette projection polaire que vous voyez donc à droite, où là, eh bien, on voit enfin apparaître et se constituer une authentique région arctique avec ses puissances riveraines, avec comment dirais-je, cet espace maritime enserré par des continents. Et donc on parle de région arctique, même si, encore une fois, il faut garder à l'esprit que cet Arctique dont nous parlons, ce sont en réalité des territoires qui sont sous pilotage de puissances subarctiques, où on n'habite pas l'Arctique. 4 millions d'habitants dans l'Arctique, M. Fouché l'a rappelé, il y a 21 millions de kilomètres carrés, j'enlève l'océan, 7 millions de kilomètres carrés divisés par 4 millions d'habitants divisés par 7 millions de kilomètres carrés. Vous avez affaire à une des zones les moins densément peuplées de la planète. Vous avez, quand vous regardez la Russie arctique, on nous parle de 2 millions d'habitants. Oui, mais 2 millions, regardez la superficie. Le Groenland, on l'a dit, c'est 55 000 habitants. Bref, il faut bien garder à l'esprit qu'il s'agit d'une zone quasi désertique et que tout le problème aujourd'hui pour les puissances arctiques, c'est comment arriver à exercer un relatif contrôle et surtout exercer sa souveraineté dans des zones inhospitalières, très éloignées, où la fréquentation reste encore très, très limitée, comme ça a été montré. Voilà, donc je pense qu'une bonne lecture de l'Arctique mérite d'avoir toujours à l'esprit à la fois cette nouveauté que résume bien la projection polaire et qu'on peut appeler la région arctique, mais de garder à l'esprit qu'au plan économique, au plan politique, il faut la lire en reconvoquant la vieille représentation classique Mercator du monde, où l'Arctique apparaît bien comme des dépendances, une périphérie du monde, comme disent les géographes. Voilà, alors je ne reviens pas sur cette
sur cette ambiguïté, indétermination des limites de l'Arctique. Michel Fouché l'a résumé de façon très, très complète. Mais en effet, dès l'instant où subsiste une indétermination, parce que qui dit pluralité dit indétermination. L'Arctique, pour les pédologues, avons-nous entendu, ça n'est pas l'Arctique des océanologues, ça n'est pas l'Arctique. Donc, au final, d'où vient que nous ne possédions pas aujourd'hui, enfin, d'où vient que les géographes des États directement concernés n'aient pas ressenti le besoin de forger une représentation de l'Arctique qui mêle l'économie, qui mêle les critères naturels, qui mêle la géographie humaine, comme par exemple les Canadiens l'ont fait sous l'autorité d'un géographe de renommée qui s'appelle M. Hamelin et qui a forgé eh bien, une espèce de représentation du Grand Nord canadien au moyen d'un indice qu'on appelle la nordicité. Eh bien, pourquoi on n'a pas aujourd'hui un indice d'arcticité qui nous permettrait de savoir où est-ce qu'on est plus arctique, où est l'Arctique? Alors, ça m'intéresse de mettre l'accent sur cette indétermination parce que nous sommes tous d'accord que l'Arctique, c'est une zone d'englacement. Quand on parle de l'Arctique, ce qui vient à l'esprit, c'est il y a de la glace en hiver et il y a de la glace résiduelle en été. Vous en conviendrez. Eh bien, je vous donne la preuve que cette définition commune n'est pas acceptable parce que lorsque vous regardez l'englacement, en l'occurrence, le maximum d'englacement qui arrive au mois de mars, au début du mois de mars, en l'occurrence de cette année, 2018, eh bien, vous voyez qu'il y a des mers de moyenne latitude, donc la mer d'Okhotsk du côté russe, le golfe de Saint-Laurent du côté canadien, qui sont des mers de moyenne latitude. J'ai indiqué des latitudes moyennes, 53 degrés nord et 48 degrés nord pour le golfe de Saint-Laurent, eh bien, elles sont gelées. Alors, le critère de latitude 66 degrés 33 minutes, moi, je ne sais pas quoi en faire, puisqu'il est littéralement, comment dirais-je, mis en cause. Si vous prenez des mers de haute latitude, c'est-à-dire situées à des latitudes au-delà du cercle polaire, comme la mer de Norvège, et tout particulièrement cette année la mer de Barents, nous sommes avec des mers qui ne sont pas englacées en hiver. Sont-elles arctiques? D'aucuns diraient elles n'ont d'Arctique que le nom, mais peu importe ici les conclusions faciles. Ce qui nous importe, c'est de retenir que le critère qui nous semble le plus fondamental, c'est-à-dire là où il y a de la glace, quand le congélateur arctique fonctionne en hiver, là où il y a de la glace, c'est l'Arctique. C'est pas vrai. Donc on comprend qu'il faudrait que les géographes se mettent au travail pour produire, encore une fois, une représentation géographique complète. Mais manifestement, ça n'a pas été pour l'instant le souci des puissances arctiques, si vous voulez bien passer. Voilà, puisqu'aujourd'hui, nous disposons essentiellement de ce qu'il faut bien qualifier d'une définition politique. Cette définition politique, elle a été évoquée tout à l'heure par Michel Fouché. Est arctique tout État qui possède des mers ou des terres sous souveraineté ou juridiction nationale. Eh bien, c'est faux, puisque vous connaissez le cas de l'Islande. L'Islande n'a pas de territoire au-delà du cercle polaire. Mais en revanche, il y a une zone économique exclusive islandaise qui est au-dessus. Enfin, vous voyez, on peut continuer comme ça à démonter le dispositif, parce qu'au final, ce pluralisme qui a été évoqué par M. Fouché, sur lequel je reviens, revient à pointer du doigt qu'il n'existe au fond aucune définition scientifique qui permette de légitimer le panel du Conseil de l'Arctique. Bien sûr, toutes ces puissances sont arctiques. Le Danemark par le Groenland, comment lui contester? La Norvège, bien sûr. Les États-Unis par l'Alaska. Mais retenons quand même que dans le radical de la géopolitique du Grand Nord, eh bien, on fait peu de cas du radical géo, puisqu'il y a des arrangements ici et là qui font que, eh bien, peut-être que le panel pourrait être un peu élargi ou un peu diminué. Et d'ailleurs, il y a des polémiques dans lesquelles je ne rentrerai pas, notamment la revendication islandaise d'être considérée comme une puissance riveraine de l'océan Arctique. C'est écrit dans la stratégie
l'Islande, du Parlement islandais sur l'Arctique. Donc une définition politique qui convient de mettre autour de la table 8 pays, qui sont rappelés ici, les États membres. Ces 8 pays donc, sont les États de la zone arctique. Et ces États de la zone arctique sont arctiques pour la raison qu'ils ont chacun reconnu une partie de leur territoire comme étant arctique. Simplement, là encore, Michel Fouché l'a rappelé, pour les Canadiens, c'est 60 degrés. Si on applique 60 degrés du côté de la Fénoscandie, ça devient absurde. On se met à considérer comme arctique ce qui ne l'est pas, ce qui n'a pas les caractères de l'arcticité pour ce qui concerne, par exemple, les paramètres naturels. Bref, il n'y a pas du tout... Le critère de latitude ne peut pas s'appliquer aveuglément, mais vous voyez que ces puissances ont bien mis, si je puis dire, autour de la table des définitions qui ne sont pas concertées et qui permettent de dessiner un Arctique comme une mosaïque. Et il faut le respecter, puisque ce sont les États de cette zone qui l'ont décidé comme ils pouvaient le faire. Mais il m'intéresse, pour nous, observateurs de cette conjoncture dont on parle de plus en plus depuis quelques années, en tout cas au niveau français, il m'intéresse de pointer la relative inconsistance de ce qu'on appelle la région arctique, pour la raison qu'une juxtaposition de définitions disparates d'Arctique russe, norvégien, etc., ça n'est pas une représentation géographique de l'Arctique. Les géographes en conviendront aisément, j'en suis sûr. Autour de ce noyau, eh bien, sont venus s'ajouter des États indirectement intéressés qui, pour toutes sortes de raisons, pays pratiquant la pêche lointaine, nations polaires ayant entrepris de nombreuses expéditions par le passé et avec un volume d'activité scientifique dans l'Arctique, tous ces critères se sont plus ou moins mêlés pour régler, en quelque sorte, les prétentions des États extérieurs à la zone arctique qui souhaitaient participer aux discussions ou aux échanges dans le cadre de ce forum du Conseil arctique que je suis en train très brièvement de décrire. Merci. Alors, ce qui est intéressant quand on s'intéresse à cet Arctique qui a une partie d'indétermination, c'est qu'il y a les 8 États, et nous ne le contestons pas, bien évidemment. Et puis, il y a une communauté internationale autour. Je viens de mentionner des États observateurs, enfin dotés d'un statut d'observateur au Conseil de l'Arctique. Eh bien, quand vous regardez les quelques enceintes internationales dédiées aux questions arctiques, donc le Conseil euro-arctique de la mer de Barents, le Conseil arctique, pardon, et puis la dimension septentrionale de l'Union européenne, eh bien, on s'aperçoit que c'est toujours les mêmes qu'on voit autour de la table. Corée du Sud, Japon, Chine, Singapour. Vous avez environ une douzaine d'États extérieurs à la zone arctique qu'on retrouve dans toutes les enceintes. Donc, ça n'est pas un hasard. Et donc, il y a une communauté internationale constituée aujourd'hui, qu'on trouve aussi bien au Conseil arctique que dans d'autres enceintes. Ces pays considèrent qu'ils ont, en quelque sorte, un intérêt à participer à la réflexion et, dans une certaine mesure, à la mise en place de la gouvernance des nouvelles activités, le transport maritime, éventuellement la pêche. Merci. Alors, voilà, j'ai simplement rappelé que quand on veut essayer de prendre la mesure de cette communauté internationale, il y a le Conseil de l'Arctique, je l'ai dit, 13 États, puisque tout récemment, enfin, l'année dernière, la Suisse a obtenu un statut d'observateur, grâce d'ailleurs à un soutien russe. Ensuite, vous pouvez penser à ce qu'on a appelé l'année polaire internationale, 2008-2009, événement mondial autour des zones polaires en matière de recherche scientifique. 63 pays. Il y a 63 pays qui conduisent des activités scientifiques de recherche dans l'Arctique ou l'Antarctique, qui ont donc une spécialité polaire. Et enfin, quand on songe au Svalbard, dont la gouvernance est réglée par un traité de 1920 qu'on appelle le traité de Paris, eh bien, il y a 46 États signataires. Alors, on pourrait continuer comme ça à multiplier, mais c'est dire encore une fois que, bien sûr, il y a les 5 États riverains directement concernés, impactés par l'évolution de l'Arctique. Bien sûr, il y a les 3 États non riverains
qui ont des territoires au-delà du cercle polaire arctique, eux-mêmes directement affectés par ces nouvelles perspectives. Mais il y a aussi un certain nombre de pays extérieurs à la zone qui prennent relativement au sérieux ce qui se passe dans l'Arctique. Alors, je ne vais pas le détailler, rassurez-vous, mais regardez le nombre de stratégies, feuilles de route, livres blancs sur l'Arctique qui ont été publiés par des États extérieurs ou comment dirais-je, avec des territoires dans la zone arctique. Il y en a quasiment 13 d'un côté pour les membres de l'Union européenne, enfin, pardon, 12 plus la Russie, plus l'Union européenne elle-même, qui a sa propre stratégie. Et hors de l'Europe, vous retrouvez Canada, Chine, etc. Bref, il y a... Alors, à la question, l'Arctique est-il stratégique ? Moi, je n'ai pas l'ampleur de M. Fouché. Donc, je réponds de façon littérale. Je prends la question au sens littéral. Oui, l'Arctique est un espace stratégique, puisque une vingtaine de pays ressentent le besoin de produire des documents de stratégie sur l'Arctique. Alors, évidemment, je simplifie un peu, mais c'est une façon de répondre quand même également à la question. Slide suivant, s'il vous plaît. Alors, on l'a mentionné, la Chine, bien sûr. Je le mentionne parce que la stratégie de la Chine, c'est la dernière stratégie qui est arrivée donc en fin janvier 2018, donc où la Chine affiche, dévoile ses intérêts. Et c'est assez intéressant parce que ce document qui a fait l'objet d'une version anglaise, même si tous les spécialistes sinologues nous expliquent que dans le document chinois, il y a beaucoup plus que le document anglais, malheureusement, je n'ai pas dérangé nos collègues du protocole pour faire la traduction, mais en tout cas, déjà dans le document de diplomatie publique en anglais, il y a déjà tout un programme, mais il y a des experts australiens spécialisés dans les documents chinois qui, eux, expliquent que les documents chinois méritent d'être lus dans le texte parce qu'il manque beaucoup trop de choses dans ces versions, disons, édulcorées. Merci. Alors, ce qui m'intéressait, ne pas entrer dans le détail, c'est qu'un pays comme la France, vous le savez, s'est intéressé à l'Arctique et s'est proposé de développer une vision de l'Arctique qu'elle se sentait légitime et capable de porter. Eh bien, j'anticipe en citant quelques extraits de la feuille de route chinoise. On s'aperçoit que la Chine, qui se définit comme un État du proche Arctique, premier point, la Chine qui fait état d'une importance stratégique croissante de l'Arctique, de global significance, de signification globale, ce n'est pas seulement un enjeu régional. Ensuite, l'idée que dans l'Arctique, il y a quelque chose qui concerne la communauté internationale en tant que telle, enfin comme un tout, et que le développement de l'Arctique regarde le futur partagé de l'humanité. Et enfin, ce qui me semble important de la part de la Chine, c'est de voir comment la Chine se positionne comme un champion pour le développement de la communauté qui partage précisément ce futur commun à l'humanité. Alors, je rappelle donc que la France a présenté son document le 14 juin 2016. Monsieur Rocard l'a présenté en présence du ministre des Affaires étrangères, Monsieur Ayrault. J'ai eu, moi, la responsabilité de la coordination de cette feuille de route interministérielle pendant 3 ans. Merci. Et ce document fait 60 et quelques pages, donc mais là encore, nous revenons sur une idée française qui n'est pas sans rappeler l'idée chinoise. C'est-à-dire que l'Arctique, c'est pas si loin, entre 2500 et 5000 km des côtes. L'Arctique, c'est le prolongement naturel de l'Atlantique Nord qui baigne la façade ouest de notre pays. C'est pas si loin. La feuille de route affirme un haut niveau d'engagement pour la zone boréale sur les plans scientifiques, environnemental, économique, stratégique, on retrouve. Enfin, diagnostic général de la feuille de route qui conforterait la vision que nous a présentée Michel Fouché. En 2016, les principaux de la zone arctique pour la France sont de nature essentiellement économique, sécuritaire et environnementale. Beaucoup moins d'ordre militaire et de défense. Les choses ont peut-être un peu changé sur ce point. Enfin, la référence à la guerre froide
pour expliquer qu'il s'agit d'une période révolue, mais que pour autant, il y a une posture stratégique russe qui inquiète un peu. Et enfin, l'élément que vous avez tous à l'esprit, c'est que quand on essaie de penser dans les années qui viennent l'évolution de l'Arctique, il y a des paramètres politiques. Par exemple, la non-réélection de M. Harper, c'est fondamental pour la politique canadienne de l'Arctique. L'élection du président Trump, plutôt que Mme Clinton, qui avait annoncé son programme sur l'Arctique, c'est aussi un élément très important. Tout ça, on ne peut pas l'anticiper. Il y a une seule chose qu'on peut anticiper de façon quasi certaine, merci, c'est l'évolution du désenglacement de l'Arctique. Alors vous allez me dire, avec ça, au moins, on n'est pas très armé, puisque tout ce qui est écrit depuis une dizaine d'années, je parle sous le contrôle des scientifiques qui seraient dans la salle, tout ce qui a été écrit par les avancés, y compris dans la feuille de route nationale sur l'Arctique, qui a consulté des experts scientifiques, ont été vérifiés ces dernières années. Et en particulier, l'année 2018, évidemment, ça n'est pas dans les journaux, parce qu'on a d'autres chats à fouetter, mais 2018-2019, c'est parmi les 2 pires années en matière d'englacement hivernal. C'est-à-dire qu'en hiver, ça a été rappelé, on est maintenant, alors pas 15 millions de kilomètres carrés, c'est fini depuis longtemps, mais on est sur 14,6, 14,7 millions de kilomètres carrés. Là, on a chuté à 14,4. Ça veut dire qu'en gros, on a perdu la Bretagne en glace. Bon, sur 14 millions, vous allez me dire, oui, mais chaque année apporte son lot de surprises. Donc, ce qui se confirme d'année en année, c'est le désenglacement de l'Arctique. Or, vous l'avez compris, enfin nous l'avons tous compris, le désenglacement, c'est ce qui conduit à donner une dimension stratégique à l'Arctique. Alors après, est-ce que le passage au développement va se faire en 5 ans, 10 ans, 15 ans? Est-ce qu'on va bouder l'Arctique parce que les hydrocarbures arctiques offshore, c'est cher, maintenant que les États-Unis deviennent exportateurs, etc. Bien sûr, tout ça est très difficile Mais au moins, une chose dont nous sommes sûrs, c'est que la banquise recule. Je vais aller assez vite. Les vieilles glaces disparaissent. Merci. Avant la fin du siècle, il n'y a plus un morceau de glace en été. L'Arctique est un futur Antarctique, c'est-à-dire qu'en Antarctique, la glace, elle fond entièrement, enfin la glace de mer, la banquise. En été, il n'y en a quasiment plus. Enfin, il y a des petits morceaux. Et en hiver, il y a 18 à 20, alors en fait c'est marqué 18, mais c'est 20 millions de kilomètres carrés de glace. Et puis en été, il n'y a plus rien. Et en hiver, etc. Bon, l'Arctique, à terme, ce sera ça. En été, plus rien. En hiver, 14 millions, 15 millions, mais de la glace de première année, 1 ou 2 mètres, et pas de la vieille glace, 3, 4, 5, 6, 7 mètres, qui constitue le volant thermique de l'Arctique aujourd'hui. Alors, je terminerai, parce que je crois que j'ai à peu près pour l'instant respecté, M. Verluys, voilà. Je terminerai simplement en disant que pour la feuille de route française, comme pour la stratégie chinoise, comme pour l'ensemble des observateurs, j'avoue que nous nous sommes davantage intéressés, bien sûr, à la vision des observateurs, puisque nous sommes un observateur. Nous sommes un État extérieur à la zone. Nous ne contestons en rien comment dirais-je, le droit qui prévaut dans l'Arctique, à une ou deux exceptions près dont on ne parlera pas aujourd'hui. Mais donc, ce qui nous intéresse, c'est d'arriver à adosser la vision de la communauté internationale à celle des États de la zone. Il ne s'agit pas d'arriver avec ces idées à soi qui ne sont pas en partage avec nos principaux partenaires. Les États souverains, les États riverains ont pris des initiatives, ont lancé des programmes de développement. Et nous, notre travail aujourd'hui, c'est de voir comment on peut s'appuyer et s'adosser sur ces différentes initiatives. Et puis l'autre élément, c'est ce que la feuille de route a mis en avant, c'est l'équilibrage entre les intérêts nationaux et l'intérêt général. Comme M. Fouché l'a rappelé, dans l'Arctique, c'est pour l'essentiel un océan. Moi, je suis devenu adjoint de l'ambassadeur pour les océans, donc je ne suis pas trop illégitime pour parler de l'Arctique, même si la zone continentale, encore une fois, désormais m'échappe.
Mais en tout cas, pour ce qui concerne l'océan, il y a en effet une dimension d'intérêt général qui est inscrite dans la Convention de Montego Bay, la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. On ne raisonne pas avec un océan comme on raisonne avec un territoire national. C'est un lieu de navigation où la liberté de navigation prévaut. Et nous avons représenté dans la représentation qui est à droite, eh bien, en bleu foncé, la haute mer qui est précisément sous aucune juridiction nationale, qui est une zone internationale, et puis en bleu foncé autour, les zones économiques exclusives qui sont, en l'occurrence, sous des juridictions nationales, mais qui également doivent respecter des droits chez les États non côtiers, en particulier, je le citais à l'instant, la liberté de navigation. Comme cette région a longtemps été, en quelque sorte, une zone inutilisée, sinon par quelques explorateurs audacieux, eh bien aujourd'hui, il y a une nécessité de réglage diplomatique pour arriver à faire en sorte que, à côté des droits légitimes des États de la zone, eh bien, puissent également être pris en considération les droits et les obligations, bien évidemment, des États extérieurs à la zone, mais utilisateurs de la zone, usagers de la zone. Monsieur Fouché parlait de Total. Ben voilà, à Sabetha, l'un des plus grands sites d'exploitation de gaz naturel liquéfié, où je me suis rendu en juillet dernier, entre parenthèses, construit sur des piles enfoncées à 30 mètres dans un permafrost qui fond. Total sait faire. Donc quand on dit comment on va faire, l'Arctique fond, etc., eh ben on sait fabriquer des usines absolument étonnantes de volume sur des piles enfoncées à 30 mètres. Eh bien, à Sabetha, donc le Yamal LNG 1, on vient de signer Yamal LNG 2, il y a un programme jusqu'à Yamal LNG 8, 9, 10. C'est 100 ans d'exploitation, Yamal LNG, avec un Total désormais bien positionné. Eh bien, il y a des acteurs économiques du monde entier, dont Total. Et bien, donc nous avons, si je puis dire, nous sommes directement concernés par les problèmes qui vont se poser, qui sont liés à des aspects environnementaux, des aspects climatiques. Donc vous voyez que les usagers, les États extérieurs à la zone, mais qui sont déjà au travail pour certains, puisque nous avons une quinzaine d'entreprises françaises qui ont des activités plus ou moins importantes, mais dans la zone arctique, que vous pouvez trouver d'ailleurs sur le site des Affaires étrangères, puisque ça n'a évidemment aucun secret. Ce sont des petits niveaux d'activité pour chacune des entreprises, même si Total prédit que Yamal LNG, à terme, va devenir une part importante de son chiffre d'affaires mondial. Ce n'est pas le cas encore aujourd'hui, mais ça va le devenir. C'est M. de Boissaison qui l'avait annoncé, Total Russie. Voilà, donc vous comprenez que le travail d'un pays comme la France, puisque c'était finalement le point de vue que moi je voulais défendre, c'est comment la France voit cette région dans laquelle elle n'a pas de territoire. Comme nos collègues des Outre-mer le répètent, la France est présente dans tous les océans, sauf l'océan Arctique. Présence nationale. Hein. Mais nous avons une présence scientifique au Svalbard. En tout cas, la feuille de route mettait en avant trois éléments qui vont dans ce sens que j'appelais équilibrage entre intérêts nationaux, des États de la zone, bien sûr, et puis l'intérêt général. L'intérêt général qui est, encore une fois, conforté, inscrit dans le droit même de la mer, qu'il faut aujourd'hui enrichir, parce que si on va pêcher, ben, il faut créer des règles de pêche. S'il y a du transport, il faut créer des règles de transport. On l'a fait avec le Code polaire, etc., etc. Eh bien, pour ces règles qui vont peser sur nous, il faut que nous puissions, nous, participer, d'où notre présence, Conseil arctique, Conseil euro-arctique. Donc ce n'est pas seulement du tourisme, même si j'ai eu le plaisir d'aller 50 fois, merci Monsieur Verluys, mais je l'ai fait souvent à titre privé, puisque, pour ma part, j'accepte d'être un banal conférencier sur des navires pour le plaisir d'y retourner. Voilà. L'administration ne se rend pas souvent dans ces régions qui sont quand même... c'est assez difficile d'aller, notamment en Antarctique, mais au moins on mesure sur le terrain que la fiction de l'Arctique, qui est cette nouvelle page de l'histoire mondiale, de la globalisation,
C'est à la fois, en effet, comme le disait Michel Fouché, citant un explorateur fameux, une part d'imaginaire et une réalité, mais où l'imaginaire est plus réel. Ben, ça veut dire que dans les stratégies norvégiennes, danoises, etc., souvent, on a une projection que les pays ne peuvent pas encore porter. Par exemple, quand on veut absolument faire reconnaître que cette zone-là ne doit pas être visitée par des bateaux qui... Eh bien, c'est compliqué puisqu'on ne peut pas exercer sa souveraineté dans ces endroits très, très reculés. Donc, c'est à nous, États, visiteurs et extérieurs, de respecter des règles. Mais dans ces cas-là, il faut nous mettre autour de la table. Alors, je terminerai, et là, c'est vraiment à la fin. Encore. Voilà, je terminerai par cette... alors, ça, je n'ai pas le temps de le développer, donc je vous prie de... Mais je voulais simplement... Je vous terminer par un clin d'œil, qui est en réalité pour moi aussi une occasion d'hommage. Monsieur Rocard, qui s'est rendu en mars 2009 au pôle Nord géographique, donc le point 90 degrés nord, et que dont je me permets de rappeler et de saluer l'action diplomatique qu'il a conduite sur les pôles. Merci de votre attention à tous et j'espère que ce n'est pas été trop long. Écoutez, je serai très bref. Je voulais tout d'abord remercier chaleureusement les conférenciers de leurs propos et de l'expertise qu'ils ont bien voulu partager avec la salle. Je pense que c'était tout à fait dans l'esprit de la manifestation que nous avons cherché à concevoir avec DiploWeb. Je dois dire que j'ai beaucoup appris. Il y a aussi un certain nombre d'idées reçues qu'on pouvait se faire en lisant la presse ou en ayant une culture générale, très très générale sur le sujet. J'ai énormément appris. J'espère que je vois que l'audience était particulièrement attentive et je pense aussi pointue sur le sujet, mais je pense que ça aura apporté à tout le monde des éléments d'information, de réflexion utiles pour améliorer la compréhension du sujet. Je crois qu'un élément, étant moi-même diplomate, je pense qu'il y a des éléments tout à fait intéressants de positionnement pour notre pays dans ce sujet. Beaucoup d'enjeux. Nous sommes des pays qui sont parmi les défenseurs du droit international. Et je vois que là, on voit encore qu'il y a dans cette zone tous les potentiels de contentieux, de conflits éventuels qui méritent, je pense, une attention et un investissement diplomatique soutenu. Alors merci encore, je suis tout à fait ravi de cette première session des perspectives stratégiques et je suis sûr qu'il y en aura d'autres. Merci.